Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de Star Trek Discovery. Alors, essentiellement, il y a deux parties à cet épisode. Il y a une partie où le capitaine Lorca est capturé par les Klingons, donc ça permet de développer un peu de background sur le personnage, et on le voit donc dans cette prison Klingon. Et l'autre partie, ce qui se passe sur le vaisseau, qui cherche à aller le secourir. Et on reprend le point précédent qui avait terminé l'épisode, c'est-à-dire le tardigrade qui souffre quand on l'utilise. Même on se rend compte que c'est même plus que souffrir, ça le blesse vraiment. Apparemment, ça crée des dégâts neurologiques même. Et Michael qui cherche à protéger la vie du tardigrade. Et le truc, j'aime bien ce que ça aurait pu partir un peu sur le côté un peu self-righteous, c'est-à-dire moi j'ai raison, il faut protéger le tardigrade, quelles qu'en soient les conséquences. Elle va pas là-dedans, c'est il faut protéger le tardigrade, mais on a besoin de cette technologie. Du coup, la solution, c'est pas d'aller emmerder tout le monde et dire il faut protéger le tardigrade, non, c'est il faut trouver une solution de substitution. Et il la cherche. Et pareil, le seul qui peut être un peu énervant, mais son comportement se justifie à la fin, c'est Saru, qui prend le commandement du vaisseau, vu que Lorca a été enlevé. Et Saru se comporte quand même comme un connard avec Michael, et juste parce que c'est elle qui dit que le tardigrade est en danger, on a l'impression qu'il refuse d'écouter ça juste parce que c'est elle qui l'a dit en premier. Parce que plus tard, il y a le médecin de bord, s'il lui dit qu'en gros elle n'a pas de preuves, il y a le médecin de bord qui confirme que oui, il y a des dégâts visibles, et lui-même lui dit qu'il pense qu'il va mourir, même quand le tardigrade est dans un état extrêmement critique, il continue à presser, presser. Alors on comprend que pour la mission c'est vital, il dit même voilà j'ai des vies humaines à protéger, le tardigrade, alors que le scientifique lui dit clairement que on pense que le tardigrade est quand même capable est sentient, est sentient, donc est capable de raisonner, est capable d'éprouver des choses, etc., etc. Par contre, ce qui est bien, c'est que tous les autres membres scientifiques ne tombent pas dans le cliché du scientifique qui, pour ses recherches, est prêt à tout sacrifier. Non, justement, ils ont une éthique, ils ont une déontologie et ils refusent d'utiliser cette créature. Donc ils cherchent une autre solution. Bon, leur solution d'un point de vue déontologique, elle est un peu limitée, mais eux-mêmes s'en rendent compte. Hein, c'est, pour faire simple, transférer l'ADN du tardigrade à quelqu'un d'autre. Là, ça fait un peu le truc comme par hasard. La seule créature suffisamment proche du tardigrade qu'ils trouvent, c'est un être humain. Je trouve ça un peu limite. Mais bon, ça permet de faire avancer le plot. Et ce qui se passe, c'est que c'est Tennets, il me semble que c'est ça son nom, Tennets, celui qui est en charge du projet, qui, puisque Saru le presse pour utiliser le tardigrade, alors que le tardigrade est entré dans un état de quasi d'hibernation, quoi. Il s'est vraiment recroquevillé sur lui-même, il a perdu quasiment toute l'eau de son corps, il s'est déshydraté au possible. Et Tennets décide, au lieu de sacrifier le tardigrade, d'essayer de sacrifier lui-même en fait. Il s'injecte le truc et il devient le navigateur du vaisseau du coup. Ça fonctionne. Évidemment, à la fin de l'épisode, on se rend compte qu'il y a des conséquences un peu bizarres à tout ça, mais ça sera traité, j'imagine. Alors, sur le vaisseau, comme je dis, moi, à part Saru, qui se comporte comme... Mais ça justifie, à la fin, il discute honnêtement et sincèrement avec Michael, et on comprend mieux son comportement, parce que dans les premiers épisodes, on sentait qu'il aimait pas trop Michael. Dans l'épisode où elle revient sur le vaisseau, on a l'impression qu'ils s'entendent bien et que le truc est réglé. Dans l'épisode d'après, c'est assez abrupt, mais je peux comprendre. C'est que dans l'épisode d'après, il lui dit clairement si j'étais sympa avec vous, c'est parce que je pensais qu'on se reverrait jamais. Et c'est vrai que du coup, ça fait un peu abrupt d'un épisode sur l'autre. Et je l'avais dit, il me semble. Mais c'est vrai que c'est un argument qu'on peut entendre. C'est-à-dire que quand on retrouve quelqu'un qu'on n'a pas eu depuis plusieurs mois, même qu'on n'aime pas trop, mais avec qui on a travaillé pendant longtemps, et on sait qu'on va juste la supporter 2-3 jours, c'est vrai que là, on peut être plus sympathique, on peut se forcer à être sympa avec la personne. Et après, quand on se dit non, mais en fait, je vais me la coltiner pendant des mois et des mois encore, et elle va se comporter exactement comme elle le faisait avant, voilà. Et d'ailleurs, la discussion est parce qu'elle lui dit est-ce que vous avez peur de moi? Et il est honnête, c'est pas qu'il a peur d'elle, c'est qu'il est jaloux. Il est jaloux de la relation qu'elle avait avec le capitaine Giorgio.
il me semble que c'est son nom, hein, Giorgio, et il est, euh, il est énervé contre elle puisque en fait il pensait qu'une fois qu'elle aurait son vaisseau à elle, lui deviendrait le premier du commandant et apprendrait à ses côtés. Mais leur relation semble quand même un petit peu s'améliorer parce que justement il est honnête, elle sait maintenant à peu près sur quel pied danser et elle lui offre carrément le télescope du commandant. Donc j'ose espérer qu'ils... Alors, ils vont pas devenir best buddies hein, et BFF, ils vont pas être meilleurs potes du monde, mais j'espère quand même que ça va pas continuer sur le côté ils se détestent. Je pense que ça va avancer, j'espère en tout cas. Pour moi, le vrai gros point faible de cet épisode, c'est la prison. Parce que sur le vaisseau, j'ai bien aimé. Déjà, on traite le sujet qui était présenté dans l'épisode précédent, donc voilà, c'est traité correctement, puisque il n'y a aucun scientifique caricatural qui est prêt à sacrifier tout pour son projet. Parce qu'en plus, Tenet, pour le coup, dans l'épisode 3, avait dit qu'il était un peu dégoûté que son projet devienne un projet militaire. Donc voilà, c'est pas c'est le genre de type qui va sacrifier tout et n'importe quoi pour son projet, je pense. Après, qu'il sacrifie, enfin, qu'il sacrifie lui-même aussi, c'est parce qu'il est aussi ébloui par le fait de voir tout l'univers et tout. Donc c'est pour sauver le tardigrade, mais c'est aussi par curiosité scientifique. Mais le problème, c'est que le personnage est très peu développé. Par contre, bah, je vais en parler maintenant avant d'arriver sur le capitaine. Ça va peut-être plaire à ceux qui n'ont pas trop aimé la façon dont était gérée la relation de Sulu dans le troisième film, où on découvre que Sulu est homosexuel, puisque l'acteur d'origine était homosexuel, apparemment un grand défenseur de la cause homosexuelle. Honnêtement, je ne connais pas trop. Et là, on apprend, en plus c'est bien amené parce que ça n'envahit pas l'épisode, on ne s'en rend pas compte, mais à la fin on se dit que oui, c'était tout à fait logique, c'est qu'il est en couple avec, alors on ne sait pas si sont mariés, fiancés, peu importe, il est en couple avec le médecin de bord, qui est intervenu dans cet épisode, du coup, pour parler du tardigrade. Et les façons, en revoyant après comment ils sont, à chaque fois en plus, bon, il y a une scène où Michael va parler au médecin, et ensuite toutes les autres scènes du médecin, il est avec Tenet. Et en revoyant ces scènes, on se dit, mais oui, ça marche. Les regards qui se lancent et tout, ça marche. On se disait, c'est juste des collègues qui se connaissent bien, et le fait qu'ils sont en couple, en fait, ça marche toujours. Et même, ça justifie encore plus le fait que Michael ait emmené le médecin pour parler à Tenet pour essayer de le convaincre. Et quand il dit, moi, il m'écoute jamais, ça fait référence pas tellement à la profession, mais à leur vie privée. Et c'est bien géré. Ce qui fait que quand ça arrive, on ne le voit pas arriver, mais quand ça arrive, on n'est pas surpris, on n'est pas étonné comme pas possible, quoi. Ça paraît logique, c'est normal. Le capitaine. Pour moi, oui, c'est le point faible de l'épisode. Pas le capitaine en lui-même, c'est l'emprisonnement sur le vaisseau Klingon, parce que alors, Starfleet dit qu'il faut absolument que leur vaisseau doit arrêter de faire des opérations, puisque les Klingons commencent à se rendre compte de l'arme secrète. Décision intelligente de Starfleet. Et encore un point intelligent, l'amiral de Starfleet, elle dit, en parlant de Michael, que ça réduit le moral des troupes, et elle dit que pour les gens, à tort ou à raison, ça m'a fait plaisir, elle est responsable de la guerre. Et j'adore, parce qu'elle dit justement, pour les gens, à tort ou à raison. Donc elle ne prend pas position déjà sur le risque. Et même dans ses propos, reconnaît qu'il y a quand même... voilà, le fait de l'accuser forcément d'être responsable de la guerre, c'est pas si évident que ça. Donc ça me fait plaisir. Parce que déjà, ça fait déjà... depuis l'épisode 3, je crois que elle s'auto-flagelle plus sur j'ai déclenché la guerre et il n'y en a plus trop qui lui font la reproche. Parce que Saru lui fait plutôt le reproche d'avoir laissé mourir son capitaine, pas d'avoir déclenché la guerre. Et là, je comprends. Les autres, j'ai vu plus personne lui faire le reproche d'avoir déclenché la guerre. Alors dans cet épisode, Lorca est capturé par les Klingons. Déjà, le simple fait qu'il soit capturé, ça pose question. Parce que vous êtes le commandant de votre arme secrète. C'est l'arme secrète et si tous les vaisseaux pouvaient être équipés de ce moyen de transport, déjà au-delà de la guerre, hein, ça serait fantastique. Donc, vous le laissez partir dans une navette avec un seul garde. Pourquoi d'ailleurs le vaisseau ne vient pas le chercher directement? Déjà, il se fait capturer par un vaisseau Klingon et apparemment les Klingons le capturent volontairement pour avoir des informations sur lui. Ce qui n'est pas évident puisqu'ils ne le torturent pas tout de suite. Déjà.
Et un truc tout con, mais pourquoi ils ne l'amènent pas sur leur planète? Pourquoi ils le gardent dans un vaisseau en plus? Ils mettent plusieurs vaisseaux ensemble, un vaisseau. Ils savent que que son vaisseau à lui, à leur cas, peut apparaître n'importe où. Ils ne savent pas comment, ils ne savent pas exactement. Et ils disent, ils se comportent comme un fantôme. Donc ils savent quand même qu'il y a quelque chose. Ils ne se disent pas que peut-être son vaisseau va venir le chercher. Non? Ils ne se disent pas ça. Et la prison Klingon, c'est surtout la façon dont il réussit à s'en échapper qui fait que à aucun moment, strictement aucun moment, on ne ressent de tension ou de menace dans cette prison. Parce que, à un moment, les Klingons débarquent et tuent un des prisonniers, sauf que déjà le prisonnier, on l'a même pas entendu parler, il était déjà à moitié mort quand ils sont arrivés. Donc, bon. Et même la scène de torture avec Lorca, elle est efficace, puisqu'en fait, pour lui, elle est efficace. Parce que vu qu'il y a des problèmes aux yeux, il force ses yeux ouverts et il lui balance de la lumière. Alors pour lui, c'est efficace, mais en tant que spectateur, on voit juste un mec dont on force les yeux ouverts. Ça fait pas, c'est pas une scène qui nous fait ressortir de la violence ou la souffrance du personnage. On le sait intellectuellement, mais voilà, ça nous fait pas ressentir de la menace en tout cas. On ne se sent pas menacé par ces Klingons. Et vu comment il réussit à s'échapper, alors déjà, deux types tout seuls réussissent à défoncer des Klingons. Bon, après, c'est des types entraînés, mais je me dis quand même, les Klingons, ils devraient être un peu plus efficaces que ça, non, normalement. Plus en prison depuis un moment et tout. Ils réussissent à leur briser la nuque assez facilement, je trouve. Bon. Déjà, il n'y a que deux gardes aussi qui viennent les surveiller. Enfin, la simple façon de s'introduire dans la prison, c'est un peu conne. En vrai, tu laisses un garde à l'extérieur, tu n'ouvres pas les portes, tu mets pas de garde dedans avec des armes, tu laisses des gens à l'extérieur, enfin, bref, peu importe. Il n'y a pas de barreau, il n'y a rien. Enfin. Et il s'enfuit en tirant un peu dans le tas. Ce que j'adore, c'est le vaisseau ne devrait pas être capable de les détecter normalement. Donc, normalement, tous les Klingons devraient savoir précisément où ils sont et envoyer toute leur force d'un coup. Et il y a un truc qui m'a énervé profondément, moi, c'est comment créer un antagonisme de la série. La capitaine du vaisseau Klingon, qui apparemment se tapait un des humains prisonniers pour s'amuser. D'ailleurs, ce qui laisse planer une question un peu dérangeante, puisqu'il lui dit on n'a même pas assez d'organes pour vous. Ce qui fait poser des questions sur la physiologie Klingon, auxquelles j'ai pas forcément envie d'avoir de réponse. Et leur cas, alors quand ils tirent sur des Klingons, avec leurs armes, ils sont vaporisés. Et ils tirent sur la fille, alors il la manque un petit peu, et ça lui brûle le visage. Et il s'enfuit. Question toute conne. Vous êtes en temps de guerre. Vous avez le capitaine d'un vaisseau Klingon qui est au courant de votre technologie. Elle sait pas, enfin, elle ne connaît pas toute la technologie tout, mais en tout cas, elle est au courant que votre vaisseau a des trucs particuliers et tout. Alors, certainement, l'information a circulé, mais déjà, vous n'êtes pas sûr qu'elle ait fait circuler l'information vraiment. Vous n'en êtes pas sûr et certain. Mais vous savez qu'elle dispose d'informations. En plus, comme elle faisait écouter la cellule, elle dispose peut-être d'encore plus d'informations. Donc, tuez-la. Ça prend pas plus de temps. Le flingue, vous tirez sur quelqu'un, il est vaporisé. Il n'y a même pas besoin de viser ou quoi que ce soit. Vous tirez dans le tronc, c'est bon, il n'y a plus personne. Pourquoi il ne l'achève pas? Parce que comme ça va créer. En plus, comme ça lui brûle le visage, ça fait une marque distinctive. Parce qu'ils sont difficiles à identifier forcément les Klingons. Donc là, ça lui crée une marque distinctive. Ce qui fait que c'est un Klingon qu'on va forcément retrouver plus tard. De plus, le type avec lequel, du coup, elle avait une petite relation aide, enfin, plutôt aidé, enfin, il l'aide, mais il devient plus un poids mort. Donc, il s'entraide avec Lorca, c'est lui qui s'entraide avec Lorca pour s'échapper. Donc forcément, elle va nécessairement revenir à un moment. Et on se dit que peut-être, malgré son comportement, le mec est peut-être un traître potentiellement. Hein. C'est peut-être ça aussi le plan, mais j'y crois pas trop, mais c'est possible. Et il y a aussi un problème, c'est dans la prison en elle-même. Parce que dans la prison en elle-même, ils ont j'allais dire un informateur, mais une taupe, voilà. Ils ont une taupe dans la prison. Un humain qui a une petite bestiole avec un transmetteur pour enregistrer tout ce qui se dit. Alors, je vais peut-être dire un truc tout con, mais les trucs d'enregistrement, ils ne pourraient pas les mettre de base dans la cellule. La cellule, elle n'est pas de base filmée et enregistrée. Non, mais c'est un truc tout con, mais
Ah, on a besoin d'une taupe. À la limite, qu'ils aient besoin d'une taupe, hein, quelqu'un pour les faire parler, pour engager la conversation et tout, c'est une chose. Mais pour enregistrer, ils n'ont pas besoin de lui. Vous êtes dans une cellule Klingon, il suffit de... Déjà aujourd'hui, on peut faire des caméras et des micros quasi invisibles à l'œil. À cette époque-là, je pense qu'on est capable de le faire, hein. Quand on est capable de voyager plus vite que la lumière, je pense qu'on est capable de faire des micros et des caméras qui ne se voient plus, indétectables. Et du coup, Lorca a réussi à comprendre qu'il y a une taupe, parce qu'en fait, il sort des mots-clés quand il parle. Donc Lorca est pas con, hein, il sort des mots-clés quand il parle, et ce qui prouve que les Klingons sont cons, ils répètent les mots-clés. Les Klingons répètent les mots-clés. Ce qui prouve qu'eux sont assez cons quand même. Parce qu'à un moment, il y a le type qui dit non, ils sont pas si cons que ça et tout. Ils ont l'air, mais ils sont pas si cons que ça. Si, ils sont un peu cons quand même, ces Klingons-là. Et en plus, ça ne prouve pas qu'il y a une taupe dans la cellule. Ça prouve qu'ils enregistrent ce qu'il dit. Ça démontre pas qu'il y a une taupe. Et surtout, j'arrive pas forcément à comprendre comment il sait qui est la taupe parmi les deux. Il y a peut-être un truc qui m'a échappé. Ou alors il prend celui qui emmerde le plus. C'est ce qui est possible aussi. On ne sait pas forcément. Parce que le deuxième, c'est pour ça, le deuxième est peut-être aussi une taupe. C'est possible. Mais voilà. Pour moi, donc toute cette prison, on sent pas de menace. On se sent pas en prison une seule seconde. On ne craint rien pour les personnages. Les Klingons se comportent de façon un peu con. Voilà, c'est pas une prison crédible. Du coup, on sent pas de menace. Ce qui fait que ça alourdit un peu du coup ce qui se passe sur le vaisseau, parce que tout le vaisseau, il faut aller sauver le capitaine et tout. Ouais, mais on sent pas la menace du vaisseau, quoi. Donc, et un point qui était déjà dans les épisodes précédents, on ne sait pas où en est la guerre. Et ça, c'est un point négatif. On ne sait vraiment pas où en est la guerre. On ne sait pas qui est en train de gagner, qui est en train de perdre. On sait qu'ils ont gagné quelques grandes victoires grâce à leur nouveau vaisseau, mais on ne sait pas exactement où en est la guerre. Donc, ça, pour moi, c'est un point très négatif parce que c'est censé quand même, la guerre en arrière-plan, c'est censé mettre de l'urgence aussi et de l'importance au projet. Si on se rend compte que l'humanité est vraiment en train de perdre la guerre, qu'ils sont vraiment aux abois, là, ça justifie pleinement il faut réussir ce projet, il faut réussir, même s'il faut, même à la limite, faire des expériences sur le tardigrade. Mais là, comme on ne sent pas du tout où en est la guerre, on ne sait pas si les Klingons et les humains sont à égalité, qui est en train de perdre le plus. On sait juste qu'il y a une guerre. Parfois, un côté va nous dire ah, on a vraiment besoin de votre technologie. Les Klingons après, ont l'impression de dire que non, non, eux, il faut. C'est-à-dire que les humains disent on a vraiment besoin de votre technologie de transport. Et les Klingons, en tout cas dans l'épisode précédent, disaient on a vraiment besoin de la technologie de camouflage. Donc les deux ont besoin de cette technologie. Et par contre, cet épisode, on ne retrouve plus le Klingon précédent, là, le Torchbearer. Donc voilà, apparemment il reste 4 épisodes, c'est ça? Puisqu'ils vont couper, je crois, au 9e épisode, ils coupent, et après ça reprendra en janvier. Voilà, j'espère qu'ils vont pas... Enfin, j'y crois pas, mais j'espère qu'ils vont pas couper sur un gros cliffhanger. Je pense qu'ils vont couper sur un gros cliffhanger, mais on verra. Donc épisode plutôt bien, mitigé sur le côté prison, vraiment. Mais sinon plutôt bien. Il y a un thème qui était proposé, qui est traité de façon plutôt intelligente par les scientifiques. Voilà, les scientifiques ne se comportent pas comme des abrutis. Bon, Tenet, c'est un petit peu, vu qu'ils s'injectent le truc tout seul, mais bon. Mais bon, c'était pour... vu qu'il avait un ordre direct, c'est vrai qu'il ne pouvait pas trop en parler autour de lui, mais voilà, le scientifique s'injecte un truc sans réfléchir. Et j'ai eu peur à la fin, je termine avec ça, j'ai eu peur à la fin de faire comme... parce qu'en plus, j'ai pensé à Prometheus, et j'ai eu peur à la fin qu'il fasse comme Prometheus, c'est-à-dire... Ou d'autres en série, c'est-à-dire le scientifique. Le couple de scientifiques en plus. Le couple de scientifiques. En plus, l'autre, c'est un médecin dans le couple. Qui se rend compte qu'il y a un problème et qui dit rien. Là, il ne se rend pas compte qu'il y a un problème. Voilà. Par contre, j'espère que quand il se rendra compte qu'il y a un problème, j'espère au moins qu'il va en parler, qu'il ne va pas essayer de le cacher. Parce que ça, c'est insupportable. Le scientifique qui se rend compte qu'il est contaminé et qui essaie de le cacher, c'est débile. Si tu caches que tu es contaminé, déjà, tu réduis tes chances de survie. Déjà, prosaïquement, tu réduis tes chances de survie. Si tu dis pas aux médecins et tout que tu es contaminé, c'est dangereux pour toi de base. Tu mets en danger tous les autres. Donc c'est vraiment le truc le plus con à faire. C'était l'un d'ailleurs des seuls gros points négatifs que j'avais sur le reboot de Planète des Singes.
où il y a un des mecs qui est contaminé, son truc s'ouvre, je crois, pendant le, alors qu'il y a un virus dans l'air, je sais plus exactement comment ça se passe, mais bref. Et le mec le laisse l'entrer chez lui alors qu'il a des symptômes et tout, et il en parle à personne de ses symptômes. Et bah tiens, à cause de lui, il y a un virus mortel qui a décimé l'humanité. Voilà. Voilà. C'est quand on est malade, il faut parler à ses collègues, surtout quand on est un scientifique et qu'on a autour de soi des médecins et qu'on fait des expériences dangereuses. Évidemment que tu en parles autour de toi. C'est donc ils n'ont pas fait cette connerie-là. J'espère qu'ils vont pas la faire dans la suite. Sur ce, je m'arrête de parler. Au revoir.